est-ce que j'exagère en disant que c'est un très très grand thriller? Non. J'exagère, c'est ça, hein, je suis encore très en dessous de la vérité, c'est ce que vous voulez dire. Bon d'accord, alors Thierry Berlinda donc, est l'auteur de cette trilogie, autour du prince et de Jeanne Lumet. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va suivre une partie du parcours que le prince suit au cours de ces 3 épisodes. Voilà, on suit le guide. J'ai fréquenté, quand j'étais beaucoup plus jeune, un lieu qui se trouvait ici, qui s'appelait le Slow Club, qui était une boîte de jazz où on venait danser. Et donc ici même, au début de l'insigne du boiteux, une jeune fille, Chloé, sort dans une atmosphère de froid et de brouillard et elle va faire une mauvaise rencontre. J'aime bien procéder par contraste et faire entrer l'étrange dans le quotidien et donc une soirée de danse sympa qui peut éventuellement déboucher sur quelque chose de moins sympathique. C'est un thème qui me tentait. Ce qui donne la dynamique à un roman, pour moi, c'est de faire effraction dans le quotidien avec des éléments d'étrangeté, quoi. Et donc je trouve que Paris est idéal pour ça. C'est une ville dans laquelle on peut trouver le contraste entre des éléments, je dirais oui, touristiques et des éléments d'étrangeté absolue, quoi. Cette jeune fille, Chloé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sortait du Slow Club, a rencontré dans le brouillard un personnage inquiétant. Et puis comme elle est vaccinée aux sagas young adult et aux romans de ce genre, elle est intriguée par le personnage qu'elle vient de voir, donc elle fait mine de revenir à lui pour voir un petit peu de quelle maboule il pourrait s'agir. Et puis là, elle le voit déboucher d'une manière encore plus inquiétante. Et donc là, pour le coup, elle décide de décamper pour de bon et elle fuit retrouver sa Mini et elle démarre de ce parking en fuyant par les quais et en voyant au passage celui qu'on appellera bientôt dans la suite du roman Le Prince faire son show macabre. La colère sans fin, la rage ultime, la volonté de mourir ou de tuer et l'impossibilité de l'assouvir, le désespoir intégral, total, absolu, tous ces sentiments atroces montent des cellules et forment un esprit mauvais qui viendra plus d'une fois vous tourmenter, Weintraub. C'est de lui que vous êtes ici le prisonnier, et c'est pour que vous le supportiez qu'on vous paie. Le personnage féminin principal, qui est le personnage principal tout court d'ailleurs du roman, Jeanne Lumet, est appelée par un commandant de la crime, de la police criminelle. Elle sort de chez elle en pleine nuit, et donc elle vient dans ce coin-là, elle passe près de la Seine. Et moi ça m'intéresse beaucoup, je l'ai dit à quelques-uns déjà, de créer une dynamique romanesque en organisant la confrontation entre des éléments, je dirais, de surface d'une ville et puis des éléments d'étrangeté. Et un élément d'étrangeté majeur pour moi, c'est les eaux de la Seine la nuit. Ce contraste-là, pour moi, est particulièrement dynamique. Le fantastique en soi n'existe pas, le fantastique c'est toujours le sentiment que j'en ai. Et ce sentiment du fantastique, il naît, à mon avis, de justement l'effraction de l'étrange dans le quotidien. Voilà. Je pense qu'on arrive à bien faire sentir, bien faire ressentir cette étrangeté, ce fantastique chez un personnage et donc chez un lecteur avec des éléments très concrets. Bon alors on va prendre l'autre rue. Ouais. Ah bon, c'est pas comment. On va traverser quand même à l'arrache comme ça. On le prend quand même? Oui, on le prend là, on prend juste 2 minutes. Ah ok. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de passage là. J'ai le sens de l'orientation d'une courgette. Balzac disait un personnage de roman, c'est n'importe qui dans la rue, mais qui va jusqu'au bout. Oui, il y a une petite révélation. J'avais envie, pour non pas La Fureur du Prince, mais pour le 3e et dernier volet, de commencer le roman par une grande scène de procès. Moi j'aime beaucoup ça au cinéma, les grandes scènes de procès. Donc ça se déroulera là. Évidemment, je ne vous garantis pas simplement que la procédure judiciaire se déroule tout à fait conformément à la tradition, mais en tout cas, on se retrouvera à l'intérieur de ce bâtiment. En revanche, les fois où Jeanne le tanne jusqu'à ce qu'il accepte qu'elle dorme chez lui, le zinc est soumis à de fortes turbulences. Alternativement, elle cherche son contact pour se rassurer, puis s'écarte de lui l'instant d'après, effrayée comme si elle se persuadait subitement d'être couchée contre une momie ou un quartier de viande.
Un des personnages de l'insigne du boiteux dont on n'a pas ou peu parlé jusqu'à présent, c'est le professeur Barreuil, titulaire de la chaire d'histoire médiévale. Et il est en même temps le professeur de Jeanne Lumet, qui deviendra elle-même prof à la fin de ses études. Et ils ont dans l'enceinte de ce bâtiment un différend, oui, qui est lié à une attitude un peu cavalière que le professeur a eue pour son étudiante. Il s'estimait autorisé à le faire, vous savez, les hommes comprennent rien aux femmes, hein, c'est bien connu, parce qu'elles-mêmes avaient une attirance, mais qui était toute intellectuelle et affective pour lui. Et bon, ça s'est emballé d'une manière qu'il n'aurait pas souhaité sans doute, et qui s'est relativement mal terminé pour lui, parce qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus sur ses deux jambes, mais sur un fauteuil roulant. Voilà. C'est des circonstances qui vont d'ailleurs vous être rappelées peu ou prou, et même détaillées dans le livre que vous allez retrouver bientôt, et qui est donc le second opus en attendant le prochain, et qui s'appelle La Fureur du Prince. C'est la métaphore grandeur nature du pire penchant que les hommes suivent depuis des millénaires. Le nihilisme, le désespoir, l'idée qu'au fond, les criminels délirants ne sont pas l'exception, mais la nature même des humains, et que ce sont les autres, nous, même si nous sommes le plus grand nombre, qui sont les vraies exceptions à cette nature sinistre.